Bonjour à tous, merci d'être avec nous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce dernier webinar Women in Africa de l'année. Et nous avons le plaisir, durant près d'une heure, de nous entretenir avec une femme de défi, une femme qui aime véritablement relever les challenges. Elle a fait sa carrière dans le numérique, dans la high-tech, disons clairement les choses, dans un milieu d'hommes, un milieu quand même très masculin. Son parcours est incroyable. Sur le papier, finalement, rien ne l'a prédestinée à devenir un jour directrice générale Afrique du groupe américain HP. Et encore moins, oserais-je dire, de devenir un jour ministre dans un gouvernement français. Et pourtant, depuis le mois de juillet, elle est ministre déléguée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Juan Gomez et Mais bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. merci infiniment de prendre une heure de votre emploi du temps que l'on sait chargé, évidemment, quand on est ministre, une heure pour retracer ensemble votre parcours qui est extraordinaire, qui est sans précédent en France. Oh, j'aurai le plaisir, évidemment, de vous interroger avec ma consoeur de TV5 Monde que je vous présente, Nidia Paliakara. Bonjour Nidia. Bonsoir Juan, bonsoir à tous ceux qui sont connectés en live ou en replay. Bonsoir Madame la Ministre. Merci Juan pour cette très belle présentation d'Elisabeth Moreno. Et ravie de vous retrouver Juan dans cet exercice nouveau, vous comme moi, ni à la radio ni à la télé, mais dans ce webinar. D'ailleurs, petite question pour commencer Madame la Ministre, vous qui êtes très connectée, présente sur les réseaux sociaux, très nouvelle technologie, vous avez été notamment président de HP Afrique, Juan Gomez le disait. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque, de cette nouvelle ère où les interviews télé se font via Skype, le boom des plateformes comme Zoom pour faire du yoga, pour faire du sport ou ce genre de webinars qui se multiplient? Bien, écoutez, d'abord permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse d'être avec vous. C'est vrai que je prends une heure de mon temps, mais ce dont nous allons parler aujourd'hui est au cœur de mon ministère. Passer du temps pour échanger avec les femmes, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui est important dans ma mission parce que ça me permet de comprendre toutes les joies de ce que c'est qu'être femme aujourd'hui, mais également toutes les difficultés. Parce que malheureusement, force est de constater qu'en 2020, cette fameuse égalité entre les femmes et les hommes à laquelle nous aspirons tous est quand même un peu loin d'être une réalité concrète. J'ai aussi la charge, comme Juan l'a dit tout à l'heure, d'avoir la promotion de la diversité sous ma responsabilité et également l'égalité des chances, que des sujets qui sont à la fois très, très importants pour moi en tant que femme, mais encore plus importants en tant que ministre. Je pense que la période que nous vivons aujourd'hui, qui est une période sans précédent, parce que bien sûr que notre humanité a connu des pandémies, bien sûr que nous avons connu des périodes de crise économique importantes, nous avons connu des périodes de crise sociale importantes, mais les trois cumulés est arrivé en même temps, tombé du ciel, sans que personne ne soit prévenu, et que ça touche le monde entier, c'est quand même une épreuve humaine extrêmement importante. Et je pense notamment aux jeunes qui vivent une période de leur vie extrêmement compliquée, et je les trouve très résilients, je les trouve très courageux, très combatifs, et je veux leur envoyer à toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont à notre écoute aujourd'hui, leur envoyer toute mon amitié et mon admiration et leur dire qu'il y aura des jours meilleurs. Et je pense que cette période nous oblige à repenser notre humanité. Elle nous oblige à remettre au centre de tous nos échanges, que ce soit au centre de la vie sociale, au centre de la vie économique, l'humain. L'humain est le lien humain, et on le voit maintenant qu'on ne peut plus se voir physiquement, qu'on ne peut plus se toucher, qu'on ne peut plus s'embrasser. On se rend compte de combien les relations humaines sont importantes. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, moi j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à travailler dans le monde technologique. Je suis tombée dedans et je ne l'ai plus quitté parce que j'ai vu tout ce qu'elle pouvait apporter à notre monde. Je pense que cette quatrième révolution industrielle, comme on l'appelle, est
la plus populaire parce qu'elle est la plus accessible. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une extraordinaire école d'ingénierie ou d'avoir fait des études en informatique aujourd'hui pour travailler dans l'informatique. J'en suis un exemple vivant. J'ai fait des études de droit et j'ai eu la chance de travailler pour les plus grands acteurs technologiques au monde sur les 4 continents. Et pourtant, je ne venais pas de là, rien ne m'y prédestinait. Et je pense que pendant cette période de pandémie, on a vu combien les technologies étaient devenues utiles pour travailler, pour étudier, pour rester connecté, pour échanger, pour se voir, même si on ne peut pas se toucher. Donc voilà les réflexions que j'ai de cette période très difficile que nous vivons, mais qui nous oblige aussi à nous réinventer et qui nous oblige à repenser notre humanité et notre solidarité. Madame la ministre, je précise à toutes celles et tous ceux qui nous regardent en ce moment qu'ils peuvent évidemment poster des questions et on se fera un plaisir avec Nidia à la fin de cet entretien d'être en quelque sorte les porte-parole de tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui souhaitent peut-être vous interroger directement. Madame la ministre, pour de nombreuses femmes africaines, femmes issues de la diaspora, femmes franco-africaines, vous incarnez au regard de votre parcours finalement la méritocratie. Vous êtes devenue, pour de nombreuses femmes à travers le monde, une sorte de modèle. Est-ce que vous en êtes consciente et est-ce que vous l'assumez? Vous savez, moi vous l'avez dit, je suis une enfant d'immigrés qui est arrivée dans un pays qui nous a parfaitement bien accueillis, un pays qui a permis de sauver ma petite sœur qui était très grièvement brûlée à l'époque. J'ai fait toutes mes études en France. J'ai grandi en France, j'ai appris à travailler en France et je me suis jamais posé la question de devenir un rôle modèle. Moi, je me suis levée tous les matins et j'ai marché parce que mes parents nous ont appris que tous les sacrifices, vous savez, s'arracher à sa terre, quitter son pays, ça n'est jamais quelque chose de facile. J'entends beaucoup de gens dire n'importe quoi sur l'immigration. Ça me touche énormément parce que je suis une enfant d'immigrés, parce que j'ai des amis qui immigrent et les gens qui pensent qu'on quitte sa famille, ses amis, ses racines, juste pour aller manger le pain de l'autre, se trompent complètement sur ce que c'est que l'immigration. Et donc, j'y suis extrêmement sensible. J'ai pas pensé qu'un jour je serais à la place qui est la mienne parce que j'ai toujours été en mode un peu survie où ce qui était important pour moi, c'était de me lever le matin, d'étudier quand j'étais étudiante et puis ensuite de travailler pour nourrir ma famille, pour aider mes parents, pour aider mes sœurs et frères et puis ensuite pour aider ma propre famille. Et la question de savoir si un jour je deviendrais rôle modèle ne se posait pas. Je suis l'aînée de mes frères et sœurs. Ce qui était important pour moi, c'était d'être un modèle pour eux, pour leur montrer le chemin à suivre. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps, et surtout quand je suis devenue directrice générale de Lenovo en France, quand j'ai commencé à recevoir des messages de femmes et d'hommes issus de la diversité, mais aussi non issus de la diversité, qui me disaient « Madame, merci de nous montrer que c'est possible ». Et j'ai été vraiment touchée parce qu'il y avait des jeunes filles qui me disaient je croyais que parce que j'étais noire ou parce que j'étais maghrébine, parce que j'ai grandi dans une cité, parce que j'avais pas le bon réseau, je suis pas issue de la bonne classe sociale, je pensais que ces choses-là n'étaient pas faites pour moi. Ben vous savez quoi? Moi aussi, toute ma vie, j'ai pensé que ces choses-là n'étaient pas faites pour moi. Donc, si mon histoire peut inspirer les jeunes filles, les jeunes hommes, ceux qui sont dans les quartiers ruraux, dans les zones rurales, ceux qui sont sur les territoires ultramarins, ceux qui sont en Afrique, ceux qui se disent c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, je n'ai pas les codes, je n'ai pas la langue, je n'ai pas le savoir-faire, je n'ai pas le réseau, je veux leur dire que tant que vous soufflez, tant que vous respirez, tant que vous vous levez le matin, vous pouvez faire des choses que tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas faire et que ça n'est pas pour vous. Alors ne vous laissez pas embarquer dans ces impossibles et allez-y. Et si je peux être un rôle modèle dans ce sens-là, je suis heureuse de l'être. Ça donne beaucoup de responsabilités, ça met beaucoup de pression sur les épaules parce que quand vous êtes un rôle modèle, vous vous interdisez d'échouer, mais l'échec fait partie de la vie. Et c'est parce qu'on tombe souvent et qu'on se relève souvent qu'on apprend et qu'on grandit.
Justement, Madame la Ministre, vous disiez que vous êtes enfant d'immigrés. Je vous propose de rester sur ce passé, faire un bond peut-être dans le temps, de revenir sur votre parcours, votre enfance, le Cap-Vert. D'ailleurs, est-ce que ça vous dérange qu'on vous raccroche à vos origines? Je sais d'où je viens. Je n'ai aucun problème à ce que l'on me raccroche à mes origines. Je sais qui je suis. Je suis capverdienne, je suis française et je suis européenne. On choisit ce que l'on est. On peut ne pas choisir où on est, mais on peut choisir ce que l'on veut devenir. Et moi, j'ai choisi d'être capverdienne, française et européenne. Alors, à l'école, on vous a proposé une orientation vers un CAP. Vous refusez à l'époque car vous, ce que vous souhaitiez, c'était de poursuivre vers un bac littéraire. Et est-ce que vous diriez que c'est là que ça se joue? Parce que finalement, vous faites des études de droit et vous débutez dans un cabinet juridique. Est-ce que vous diriez qu'il y a une faille dans ce système scolaire aujourd'hui encore? Ce que je dirais surtout, c'est que, alors d'abord, je veux préciser que je n'ai rien contre les CAP, qu'on soit bien d'accord. La raison pour laquelle j'ai refusé le CAP qu'on me proposait, c'est parce que je voulais devenir avocate et que je savais qu'en faisant un CAP, je n'arriverais pas à devenir avocate. Ensuite, vous savez, les stéréotypes et les préjugés ont la dent dure. Et moi, j'étais une élève moyenne. Je ne faisais pas partie des cancres, mais je ne faisais pas partie non plus du top 5. Et mes professeurs savaient que mes parents ne savaient pas, mes parents ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Et je pense que dans la tête des gens, le lieu d'où vous venez vous prédéfinit ou vous prédestine à où vous pouvez aller. Et souvent, parce qu'on a ces stéréotypes, parce qu'on a ces biais dans la tête, eh bien, on va les transmettre aux autres. Et je pense que les personnes qui ont voulu m'aiguiller vers un CAP à l'époque, alors que je leur disais que je voulais faire du droit, que je voulais devenir avocate pour défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre, eh bien, ils ne comprenaient pas comment moi, enfant issu des quartiers défavorisés des cités de l'Essonne, je pouvais avoir des rêves aussi démesurés. Et je pense que ils ont décidé que non, finalement, c'était pas fait pour moi. Mais j'étais suffisamment déterminée et je savais suffisamment bien ce que je voulais pour ne pas lâcher. Et s'il avait fallu que je redouble 43 fois pour devenir avocate, j'aurais redoublé 43 fois. Sauf que ces personnes-là ne pensaient pas que j'aurais cette force pour le faire. Donc, oui, vous rencontrerez sur votre parcours des gens qui pensent savoir mieux que vous ce qui est bien pour vous. Vous rencontrerez toujours sur votre parcours des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Vous rencontrerez toujours sur votre parcours des gens qui, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes maghrébin, parce que vous êtes en Afrique, parce que vous êtes dans un pays en voie de développement, etc., considéreront que vous ne méritez pas ce dont vous rêvez. Eh bien, il ne faut pas se laisser faire. Il faut tracer son chemin. Il faut s'accrocher à ses rêves. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que vous rencontrerez aussi des gens qui croiront en vous plus que vous ne croyez vous-même en vous? Est-ce que vous rencontrerez des gens qui vous tendront la main lorsque vous tomberez? Est-ce que vous rencontrerez des gens qui vous veulent du bien, qui veulent que vous réussissiez gratuitement, sans intérêt, juste parce qu'ils sont dans le lien humain? Oui. Donc, c'est à ça qu'il faut se raccrocher pour avancer. Il faut compter sur vous et il faut compter sur les autres parce qu'on ne réussit jamais seul. Oui, j'entends bien, Madame la Ministre. Vous dites on peut compter sur les autres. Encore faut-il, voilà, être très bien entouré, des gens qui vous veulent du bien. Il faut aussi prendre son destin en main. On parle des études, on parlait du CAP, mais vous, à 35 ans, Madame la Ministre, alors que vous étiez déjà en train de travailler et que vous aviez déjà des bons postes, vous avez décidé à 35 ans de reprendre les études. À 35 ans, vous décrochez un MBA à l'ESSEC, tout en travaillant. Ça dit quoi de vous et quel message cet épisode de votre vie pourrait justement être perçu par les jeunes femmes qui nous écoutent en ce moment? Vous parliez tout à l'heure de rôle modèle. L'un de mes rôles modèles, c'est Nelson Mandela. Et Nelson Mandela a dit que l'éducation était l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. Et moi, je ne serais pas
devant vous à avoir cette conversation aujourd'hui et je ne serais pas ministre si je n'avais pas étudié toute ma vie. J'ai étudié toute ma vie et je continue d'étudier et je continue d'apprendre tous les jours. Parce que la raison pour laquelle j'ai repris mes études en étant maman, j'étais déjà mère, vous avez raison, j'avais déjà une bonne position, mais je me souviens être allée parler à mon patron pour lui dire que j'estimais avoir atteint un certain niveau dans l'entreprise et que je voulais une promotion. Et il m'a répondu, mais oui, mais en fait, estime-toi heureuse d'être arrivée là où tu es, parce que tu n'as pas fait une grande école de commerce, tu n'as pas les niveaux de diplôme que certains de tes collègues ici ont, et donc c'est une barrière. Eh ben, j'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais reprendre mes études et je vais avoir les mêmes diplômes. Et là encore, je vous disais toujours que vous rencontrez toujours des gens qui vous aident sur votre chemin. J'ai eu un mentor extraordinaire qui a cru en moi et qui a défendu ma cause, et l'entreprise m'a financé ce MBA et j'ai continué d'avancer. Et si je devais reprendre l'école aujourd'hui pour réapprendre quelque chose, je le ferais, parce que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est l'investissement sur nous-mêmes. C'est pas sur la beauté, c'est pas sur les vêtements, c'est pas sur la voiture, c'est pas sur la maison, c'est sur nous-mêmes. Tout ce qu'on apprend, où qu'on aille, on l'emportera avec nous. Donc moi, je continue d'investir sur moi à chaque fois que je le peux. Madame la ministre, vous parliez de la promotion, des différentes promotions que vous avez eues dans votre parcours. Vous êtes passé par de nombreux postes à responsabilité, à France Télécom, à Dell, à Lenovo, à HP. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a renvoyé l'image d'être quand même une femme dans un monde d'hommes, où cette vision du monde est complètement dépassée, c'est devenu tout à fait normal? Nydia, vous me posez la question tout en connaissant la réponse, n'est-ce pas? J'avoue. Mais bien sûr, vous savez, je vous le disais tout à l'heure, on est en 2020 et pour autant, il y a encore entre 9 et 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, rien que parce que vous êtes une femme. On sait qu'en Afrique, la majorité du temps, ce sont les femmes qui travaillent les terres. Et pourtant, il y a encore moins de 20% de femmes qui sont propriétaires de terres qu'elles travaillent. On sait que les femmes, partout dans le monde, contribuent à la vie économique, politique et sociale. Mais elles ne sont pas reconnues pour ça. Donc, bien sûr que vous savez, moi, je cumule, j'ai vécu toutes les discriminations qu'on peut vivre. Femme, noire, avec un handicap, issue d'origine sociale très, très, très modeste. J'ai connu la pauvreté, j'ai connu la misère, j'ai connu les difficultés. Donc, évidemment que j'ai été confrontée à toutes les discriminations possibles et imaginables. Mais j'ai décidé, mais peut-être aussi que j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de caractère, j'ai beaucoup de force et beaucoup d'espoir en moi. Je crois dans la force de la vie et que j'ai décidé que c'était moi qui étais maîtresse de mon destin et que je ne laisserais personne décider de ce que j'allais faire de ma vie. Donc, je sais que je continuerai de rencontrer des gens qui sont racistes, misogynes, sectaires et tout ce que vous voudrez. Mais je sais aussi que je continuerai de rencontrer des gens qui ont des valeurs humaines extraordinaires, qui m'inspireront, qui m'aideront à avancer. Et ça, c'est le plus important. Mais est-ce que ça veut dire, Madame la Ministre, qu'à l'heure actuelle, alors que vous êtes aux plus hautes fonctions, vous êtes dans un ministère de la République française, vous êtes encore aujourd'hui régulièrement confronté à des préjugés parce que vous êtes une femme, qui plus est une femme de la diversité? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous faire grâce de certains messages que je peux recevoir, mais bien sûr, vous savez, le racisme existe partout. Il existe en Europe, il existe en France, il existe aux États-Unis, il existe en Afrique. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé sur les 4 continents. Donc, je sais que l'être humain est ainsi fait. Je sais que l'homme a besoin de dominer la femme. Je sais que certaines classes estiment qu'elles sont plus importantes que d'autres. Je le sais tout ça. Je ne suis pas naïve. Je ne pense pas que j'ai au cœur de mon ministère l'égalité. Je sais bien que selon que vous naissiez au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, que vous naissiez femme ou homme, que vous naissiez blanc ou noir, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes chances dans la vie. Tout ça, je le sais.
C'est ainsi, on ne peut pas se battre contre ça. Par contre, moi, ma bataille, c'est de faire en sorte que tous les citoyens français aient les mêmes chances de réussir, indépendamment d'où ils viennent, indépendamment de leur patronyme, indépendamment de leurs origines sociales, de leur orientation sexuelle. À partir du moment où vous êtes un être humain, et il a fallu l'écrire dans la Constitution pour le rendre concret, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça n'est pas la nature qui fait la distinction entre les êtres humains, ce sont les hommes et les femmes eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où les discriminations sont créées par les êtres humains, eh bien, les êtres humains peuvent aussi y apporter des réponses. Et donc, mon rôle, et je crois que le rôle de l'État, c'est de tout mettre en œuvre pour que les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus en difficulté, les plus en souffrance, ne se sentent pas seules. L'une de mes batailles les plus importantes aujourd'hui, c'est de lutter contre les violences sexistes, sexuelles, familiales que les femmes subissent. Aujourd'hui en France, tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari parce qu'il croit qu'il vaut mieux qu'elle meure plutôt qu'elle ne lui appartienne plus. Parce que la plupart des féminicides arrivent quand la femme dit « stop, je m'en vais, je ne supporte plus ». Et l'homme ne le laisse pas partir et il préfère la tuer. C'est quand je vous dis que ce sont les êtres humains qui creusent leur propre tombe, c'est une vérité vraie. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de lutter contre ces discriminations et de dire que tout le monde, tous les êtres humains ont droit à la même dignité, ils ont droit de pouvoir réussir, de pouvoir s'accomplir, mais pour cela, il faut que l'État mette en place les politiques publiques qui conviennent et il faut que les individus décident aussi de ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Et je pense que cette combinaison entre la volonté de l'État et la volonté individuelle est ce qui peut nous aider à faire avancer notre pays. Maintenant qu'on vous connaît un peu plus, Madame la Ministre, on va revenir sur ce ministère dont vous avez la charge depuis 5 mois maintenant, à l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Quand vous avez dit oui, quels sont les projets que vous aviez alors en tête et qui vous tiennent le plus à cœur? Oh, il y en a plein. Je veux dire, on a 1 heure, c'est ça? Non, maintenant, on n'a plus que 30 minutes. Mais non, je vais vous les résumer. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier sujet, c'était les violences sexistes et sexuelles. Parce que ça m'est insupportable de savoir, la violence, c'est terrible, mais quand la violence a lieu au sein de la famille, elle touche non seulement les femmes, les hommes peuvent être aussi victimes de violences, hein, il faut le reconnaître. Les enfants sont touchés. Un enfant qui vit les violences intrafamiliales ne peut pas être bien. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Le deuxième sujet qui est très important pour moi, c'est l'autonomisation économique des femmes. Je pense, comme le disait Gisèle Halimi, que l'indépendance économique des femmes, c'est ce qui peut, en partie, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont indépendantes économiquement, mais qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Mais quand vous êtes indépendante économiquement et financièrement, j'ai rencontré beaucoup de femmes à qui j'ai dit, qui me disaient, mon mari m'a battue ou mon compagnon m'a battue pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et quand je leur disais, mais pourquoi vous êtes restés? Eh bien, souvent, elles vous disent, d'abord, j'étais sous emprise, j'arrivais pas, je pensais que je l'aimais encore, je pensais qu'il changerait, je pensais que les choses s'amélioreraient avec le temps. Et puis aussi, je travaillais pas, j'avais pas envie de mettre mes enfants en situation de précarité. Donc, si elles ont peur de partir, c'est parce qu'elles savent parce que souvent, elles n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et je crois que plus on aidera les femmes à obtenir, à gagner leur indépendance économique, plus on luttera contre ces violences qui leur sont faites. Ensuite, il y a le sujet de l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, en France, en 2019, par exemple, il y a eu presque 2000 agressions envers des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, juste du fait de leur orientation sexuelle. C'est insensé.
C'est insensé. Donc, il faut protéger les droits des personnes LGBT+, et il faut les accompagner dans leur développement, dans leur épanouissement, etc., etc. Et puis, le troisième sujet qui me tient très à cœur, c'est la promotion de la diversité et l'égalité des chances, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 14 millions de Français en France qui ont une origine diverse. Qui peut être africaine, bref. Et il ne faut pas que ces Français-là se sentent comme des Français de seconde zone. Il ne faut pas qu'ils se sentent plus discriminés que la moyenne. Il ne faut pas qu'ils aient un bac+5 et qu'ils ne puissent pas trouver de travail. C'est pas normal qu'ils ne trouvent pas de logement parce qu'on estime que leur couleur de peau, c'est pas normal. Donc moi, ce sont des sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui et c'est pareil parce que les plus grandes discriminations aujourd'hui dans notre pays, elles concernent l'éducation parce que selon que vous habitiez à Aulnay-sous-Bois, à Saint-Denis ou à Versailles ou à Neuilly, on sait que vous n'avez pas accès au même niveau d'éducation. Ensuite, l'emploi. Il y a beaucoup trop de discrimination dans l'emploi aujourd'hui. Et ensuite, le logement. Ce sont les trois sujets où les gens subissent le plus de discrimination. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au-delà de l'atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux de chaque être humain, ces discriminations ont aussi un impact social et sociétal, mais ils ont aussi un impact économique. En 2019, il y a 80 000 jobs dans la tech qui n'ont pas été pourvus. Et en même temps, 80 000 personnes issues de la diversité qui cherchaient du boulot. Et réfléchissons un peu, c'est pas sérieux tout ça. Donc, il faut mettre un peu d'intelligence individuelle et collective dans tout ça, connecter les personnes, travailler avec les associations, travailler avec les entreprises pour que tout le monde y trouve son compte. Et justement, Madame la Ministre, pour rebondir à vos propos, je crois savoir, mais vous allez peut-être me contredire, qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Vous souhaitez créer un index de la diversité pour les entreprises. Ça fait partie de vos projets. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? À quoi va-t-il servir et concrètement, comment cela va fonctionner? Avec plaisir. Comme vous le savez, j'ai passé les 30 dernières années de ma vie dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est un monde que je connais bien, que j'ai pratiqué en tant que salariée, en tant que collaboratrice, en tant que manager et puis ensuite en tant que cadre dirigeante. Et je me rends compte que les entreprises ne sont pas toujours équipées d'un outil pour pouvoir mesurer la diversité en leur sein. Donc, ce que vous ne mesurez pas ne peut pas progresser. Si vous vous donnez des objectifs de progression, il faut savoir d'où vous partez et où vous souhaitez arriver. Et donc, l'objectif de cet index diversité, c'est permettre aux entreprises de savoir quel est le niveau de diversité qu'ils ont. On va poser des questions aux collaborateurs, c'est de manière complètement anonyme, complètement volontaire, mais on va donner la possibilité aux entreprises de savoir jusqu'à quel niveau ils sont divers. Parce que j'ai rencontré des patrons qui me disaient « mais moi, mon entreprise est très diversifiée » et quand on regarde dans le détail, eh ben, on se rend compte qu'elle n'est pas tant que ça. Donc, en leur donnant cet outil, en demandant aux gens « comment est-ce que vous vous percevez ?» Comment est-ce que les gens vous perçoivent? Où est-ce que vous êtes né? Où sont nés vos parents? Vous arrivez à savoir en fait d'où viennent les personnes qui travaillent dans votre entreprise. Et c'est complètement anonyme, donc tout le monde est libre d'exprimer ce qu'il souhaite exprimer. Après, si vous vous rendez compte que votre entreprise n'est pas suffisamment diversifiée, eh bien, vous avez les moyens de mettre en place d'abord des formations pour les directions des ressources humaines, pour les recruteurs, pour qu'ils aient la possibilité de recruter différemment. On peut recruter sans CV aujourd'hui. On peut recruter par des simulations. On peut recruter par vidéo. On a plein de moyens de recruter différemment de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc, l'objectif de cet index, 1, c'est de mesurer le niveau de diversité dans l'entreprise. 2, c'est de mettre en place les actions correctrices pour augmenter la diversité au sein de l'entreprise.
3, c'est former et sensibiliser, parce que parfois les gens ne sont pas de mauvaise volonté, ils ne se rendent pas compte qu'ils discriminent, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des préjugés, et le fait de mettre la lumière sur ces sujets-là peut, je pense, nous aider à avancer. Vous savez, quand on a mis en place l'index égalité professionnelle il y a quelque temps, eh bien, tout d'un coup, des chefs d'entreprise se sont rendus compte que, oups, ils oubliaient d'augmenter les femmes qui revenaient de congé maternité. Oups, ils n'avaient pas remarqué que parmi les plus gros jobs de l'entreprise ou les plus gros salaires de l'entreprise, il n'y avait qu'une ou deux femmes. Oups, ils se rendent compte que dans les promotions de l'année dernière, il y avait 95% d'hommes et 5% de femmes. Eh bien, l'objectif de cet outil, c'est de mettre la lumière sur des choses qu'on ne voit pas toujours, ou parfois on les voit et on les laisse de côté. Mais Madame la ministre, est-ce que ça veut dire que vous êtes pour un système de quotas, une discrimination positive du point de vue des minorités ou des femmes dans les postes à responsabilité? Vous savez, Nydia, personne n'aime être un quota. Personne n'aime qu'on lui dise « on t'a recruté parce que tu es indienne, parce que tu es noire, parce que tu es arabe, parce que… » Personne n'aime ça. On aime être recruté pour nos talents, pour nos compétences et pour nos capacités. Parce que je veux quand même rappeler, parce que des fois on l'oublie, le talent et le potentiel n'ont ni couleur de peau, ni religion, ni culture, ni classe sociale. Quand vous êtes bon, point à la ligne. Donc moi, je ne suis pas en train de dire il faut faire des quotas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut responsabiliser les entreprises. La France est le seul pays au monde à avoir décidé d'investir 100 milliards d'euros pour sauver les emplois et relancer l'économie après la crise qu'on est en train de vivre. Eh bien, en contrepartie, on est en droit d'attendre des entreprises qui sont aidées qu'elles accompagnent la transformation sociétale dans laquelle on est entré. Et moi, je crois qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont prêts à aider la transformation sociétale et il y en a d'autres qui sont moins prêts et cela, il faut les aider. Mais une chose est certaine, c'est que la transformation dans laquelle on entre en ce moment, elle ne se fera pas toute seule, elle ne se fera pas qu'avec l'État, elle ne se fera pas qu'avec des associations ou qu'avec des entreprises ou qu'avec des individus, c'est l'ensemble de la chaîne qui va créer le cercle vertueux et qui va nous permettre de transformer cette société et la rendre plus juste et plus égalitaire. C'est insupportable qu'il y ait 90% des richesses de ce monde qui se partagent entre 10% de la population mondiale, avec une meilleure répartition des richesses, avec une meilleure égalité des chances pour tous, eh bien, nous aurons significativement avancé et je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'on peut retirer de cette crise. Madame la ministre, le temps passe très très vite. Dans un instant, nous vous poserons avec Nydia les questions des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. J'ai par exemple sous les yeux déjà quelques commentaires. Josiane qui dit « Le talent n'a pas d'origine ». Najette nous dit « Les préjugés, nous les effacerons avec l'éducation ». Eva qui nous dit « Le problème, c'est que quand on est une femme, on agit seul ». Vous êtes, Madame la ministre, l'exemple vivant qu'en travaillant, en s'entourant, évidemment, on peut réussir. Avant de répondre aux questions justement du panel qui est avec nous ce soir, quel message avez-vous envie d'adresser aux femmes qui nous regardent en ce moment sur le continent africain et celles qui sont en France et qui font partie de la diaspora? Écoutez, le message que j'ai envie de vous passer, et c'est Viviane qui disait que les femmes peuvent être seules. Vous avez raison, on a tellement de poids sur nos épaules et on l'a vu pendant la pandémie, celles qui ont été au front, ce sont les femmes. Les infirmières, plus de 70% des infirmiers et des infirmières, enfin plus de 70% de notre corps médical des infirmières sont des femmes. Les femmes sont dans les métiers de service, ce sont les femmes qui aident, qui accompagnent, qui sont dans les EHPAD, ce sont les femmes qui nettoient, voilà. Donc on sait que les femmes sont au front. Et on est tellement partout que parfois on s'oublie nous-mêmes. On pense tellement à servir les autres que parfois on s'oublie nous-mêmes. Mais j'ai envie de vous dire, Viviane, qu'on n'est pas obligé de rester seul. On n'est absolument pas obligé de rester seul. Moi, je crois en la sororité. Et vous savez, je crois aussi qu'on traverse une crise sanitaire
économique et social sans précédent. Et je crois que le rôle des femmes sera absolument fondamental dans le monde d'après-Covid, parce que les femmes sont résilientes, parce que les femmes sont optimistes, parce que les femmes sont dans le collectif, parce qu'elles pensent positif, parce qu'elles ont une capacité d'entraînement, parce que je crois et je sais que cette période est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Elle est très difficile pour les femmes. Elle est difficile pour le monde entier. Elle est difficile pour les hommes. Elle est difficile pour les enfants. Mais je suis certaine qu'elle permettra, comme à chaque crise, de rebattre les cartes et de créer de nouvelles opportunités pour les femmes, notamment les femmes qui ont envie d'entreprendre, les femmes qui ont envie de créer, les femmes qui ont envie de prendre leur destin en main. Moi, je travaille beaucoup dans notre cabinet pour mettre en place des solutions qui aident les femmes entrepreneurs à mettre des choses en place. Et je crois qu'il faut que les femmes aient le courage de sortir de ce qu'on leur a toujours appris, de ce qu'on nous a toujours appris. Reste derrière, c'est pas pour toi, de quoi tu te mêles? Et en prenant leur destin en main, elles trouveront les moyens d'avancer. Et si elles ne les trouvent pas, nous les aiderons. Voilà ce que je voulais vous dire. Et le message est passé. Alors, j'ai une première question. Madame Moreno, croyez-vous que l'émergence de l'Afrique passera inéluctablement par le leadership féminin? Oui. 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 Forcément oui. Mais forcément oui. Ben, attendez, mais sérieusement, comment dire? L'Afrique est le continent de demain. On sait que d'ici une cinquantaine d'années, l'Afrique sera le continent où il y aura la plus grande population active au monde. Quand on sait que l'âge médian en Afrique aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours de 18 ans, ça vous donne une idée de tout le potentiel qu'il y a sur le continent. C'est un continent en devenir. C'est un continent où, parce qu'il y a beaucoup de choses à créer, eh bien, il y a beaucoup d'opportunités d'innover, de faire les choses différemment. Et, pardon, mais les hommes ont essayé et on voit le résultat. Donc, bien sûr que le leadership féminin va faire toute la différence. Alors justement, Madame la Ministre, il y a cette question d'Aude de Thuin. Pensez-vous, Madame la Ministre, que le machisme est plus fort sur le continent africain qu'ailleurs dans le monde et en France, et que le proverbe africain « les poules savent quand le jour se lève, mais elles laissent au coq le soin de l'annoncer » est un proverbe juste? Oui, Aude me partage souvent ce proverbe que j'aime beaucoup, parce que vous savez, notamment en Afrique, moi je l'ai vu souvent, quand il y a des conflits entre les hommes, vous allez voir en général les femmes donner des conseils, remettre tout le monde autour de la table, remettre du liant, calmer, mais elles seront toujours derrière. Donc oui, je crois que les femmes ont un rôle très important à jouer et elles continueront de donner leur. Et puis je crois que le machisme, il existe partout. Il s'exprime différemment, mais il faut reconnaître qu'on est dans un monde d'hommes, fait par des hommes, pour des hommes. Et ça, qu'on soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, où que vous alliez, c'est la même chose. Mais dans l'expression au quotidien, ça va se manifester différemment, mais nous vivons définitivement dans une société patriarcale et c'est pour ça qu'il est important que les femmes aient le courage de sortir de cet enfermement pour prendre leur destin en main, parce que si nous ne le faisons pas, ce ne sont pas les hommes qui le feront pour nous. Autre question, Madame la Ministre. Les jeunes filles se mettent souvent elles-mêmes des barrières pour faire des études supérieures et mener des carrières dans des domaines comme l'ingénierie, par exemple. Quels sont les leviers que l'école peut utiliser pour améliorer l'éducation des jeunes et des filles en particulier afin d'éviter l'autocensure? Vous avez raison, ça c'est un vrai sujet et vous savez, déjà quand j'étais chef d'entreprise, quand j'allais dans les écoles, je parlais beaucoup aux jeunes filles et je leur disais « faites des études dans les STEM ». Les sciences, les technologies, les mathématiques, ce sont les métiers de demain. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, ce sont les métiers qui sont en plein boom. Il ne vous aura pas échappé que pendant cette pandémie, les industries qui s'en sont le mieux sorties sont les industries technologiques.
et c'est les sciences qui vont nous aider à sortir de cette crise sanitaire. Et je ne dirai jamais suffisamment aux femmes, faites des études dans les STEM, parce que si vous voulez trouver votre place sur le marché de l'emploi, c'est par là qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'on fait au niveau éducatif pour les encourager? D'abord, moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Donc, aux femmes qui sont dans cette conférence et qui ont fait ces études-là, parlez à vos petites sœurs, expliquez-leur combien il y a de belles choses à faire. Ensuite, on a, avec Frédéric Vidal, on a mis plusieurs programmes justement pour encourager les jeunes femmes à étudier dans les STEM, en leur expliquant les différents métiers qui existent, en leur expliquant que la tech, par exemple, c'est pas que pour les geeks. Il faut oublier cette idée de l'informaticien enfermé dans sa cave avec des fils partout. Les technologies et les sciences aujourd'hui, elles sont partout dans nos vies. Elles sont dans le travail, elles sont dans les loisirs, elles sont dans l'éducation, elles sont partout. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde peut s'en emparer et les jeunes filles utilisent ces technologies tous les jours, mais elles considèrent parfois que non, elles n'ont pas leur mot à dire. Moi, ce que je leur dis, c'est soyez curieuses. Allez vous renseigner parce que les réseaux sociaux et Internet permettent aujourd'hui de s'informer sur tout ce qui existe et dites-vous que l'État est là pour vous aider à étudier dans ces domaines-là si vous y êtes intéressé et surtout dites-vous que ce sont les métiers de l'avenir et que vous ne pouvez pas laisser passer l'avenir. Alors, Madame la ministre, il y a beaucoup de femmes qui réagissent, mais il y a aussi des hommes hein, dans ce panel. Et je vais donc prendre la question de Mehdi Benbebarek. En tant qu'homme et issu de l'immigration, fervent défenseur de la diversité, je souhaiterais savoir quel serait selon vous le mécanisme coercitif et transparent qui pourrait être adopté par les entreprises afin de réduire les discriminations et briser enfin les plafonds de verre? Merci Mehdi, merci parce que votre question est éminemment importante. L'index diversité dont je vous parlais tout à l'heure est l'un des outils. Nous allons travailler aussi avec les défenseurs des droits pour créer une plateforme où toutes les personnes qui sont discriminées, parce qu'aujourd'hui le problème de la discrimination, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une immunité, que les gens peuvent discriminer et que, comme de toute façon, ils ne sont pas punis, on laisse passer. Je pense qu'avec cette plateforme, on va avoir davantage de transparence sur la réalité des discriminations et on va pouvoir aider davantage les gens à défendre leurs droits. Parce qu'il y a un arsenal juridique incroyable dans notre pays pour lutter contre les discriminations. Le problème, c'est que les gens, ils ne connaissent pas toujours leurs droits. 2, ils se disent, bon, si je vais déposer plainte, il va falloir que je prouve et c'est ma parole contre la sienne et j'ai pas les moyens de payer un avocat, etc. Donc, je vais pas le faire. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de recueillir tous les signalements, c'est de faire des médiations, c'est d'envoyer les gens vers des conseils, c'est de s'assurer que quand ils sont discriminés, il y ait bien une suite donnée à la discrimination. Et c'est de faire en sorte que les droits soient respectés et qu'on arrête cette omerta et cette impunité qu'il y a autour des discriminations. Et puis, on va également faire, Mehdi, et à vous tous, on va faire une consultation citoyenne sur les discriminations. Parce qu'aujourd'hui, on a 25 causes de discrimination prohibées dans la loi, mais peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Peut-être qu'il n'y a pas que des discriminations sur la couleur de peau, sur le nom, sur là où vous habitez et sur votre âge et sur votre sexe et sur votre orientation sexuelle. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus que ça et on veut entendre les gens sur les discriminations qu'ils subissent pour pouvoir mettre en place des solutions auxquelles peut-être on n'a pas pensé. Et on va aussi demander aux gens quelles solutions ou quelles idées ils ont pour pouvoir lutter contre les discriminations dans notre pays. Donc voilà tout ce sur quoi nous sommes en train de travailler en ce moment. Une question, Madame la Ministre, concernant le rôle de la diaspora. Comment les femmes de la diaspora et les femmes africaines peuvent contribuer ensemble au développement du continent africain? Merci Juan pour votre question. Je vais d'abord répondre à Nadjet Setouti. J'ai vu sa question. Elle disait les femmes et les mères aussi sont discriminées dans l'emploi. Oui. J'ai vu des femmes à qui on disait est-ce qu'on pose la question à un homme pour lui dire qui va garder vos enfants, qui va s'occuper de vos enfants? Non.
ça, c'est une discrimination et j'espère qu'on va pouvoir travailler dessus. Pour répondre à votre question, Juan, concernant la diaspora, moi, je vois tellement de possibilités de développement sur le continent africain, mais parce que j'ai travaillé sur le continent, j'avais la responsabilité de tous les pays d'Afrique précédemment, donc je sais aussi combien on a besoin de renforcer les talents, les compétences, les capacités, les savoir-faire. Et je pense que ce que les membres de la diaspora ont appris, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc., s'ils peuvent apporter ce savoir-faire et contribuer au développement du continent, tout le monde y gagnera. Donc, je crois que la diaspora a la possibilité d'aider le continent dans son développement en créant des entreprises, mais aussi en travaillant dans des entreprises qui existent déjà. Je travaille en ce moment avec l'AFD sur un projet européen qui s'appelle Meet Africa, qui est un projet qui est supporté par la France, par l'Allemagne et par d'autres pays européens, où nous allons financer des projets des membres de la diaspora, d'entreprises portées par la diaspora qui veulent investir sur le continent. Ça, c'est un projet que je trouve exceptionnel. La deuxième chose sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est en France, on a des membres de la diaspora qui sont hyper talentueux, qui ont de superbes expertises dont le continent peut vouloir bénéficier. Ça peut être un architecte, ça peut être je sais pas, tous les métiers. Eh bien, l'idée, c'est de faire du transfert de compétences. La personne qui a des compétences dans la data, par exemple, et qui veut aider le Sénégal dans ses développements technologiques, elle va partir au Sénégal. Une partie de son salaire va être financée par la France, une partie par le Sénégal, et elle va transmettre ses compétences. Voilà toutes les manières dont la diaspora peut aider le continent dans son développement. Alors, il y a plusieurs questions également, Madame la Ministre, sur les violences faites aux enfants et aux jeunes, filles, garçons, de toute origine. Alors, question, quel modèle à offrir pour les enfants victimes de violences de la part des adultes? Alors, d'abord, l'enfance, c'est le ministère d'Adrien Taquet, et je peux vous dire qu'il est en train de faire un travail phénoménal sur ce sujet, notamment sur deux point extrêmement important, les violences faites aux enfants, parce qu'on parle beaucoup des violences faites aux adultes, mais tous les 4 jours, il y a un enfant qui meurt dans sa famille. Donc, c'est vous dire aussi combien c'est un drame. Ensuite, les réseaux sociaux sont en train de pourrir nos enfants et il faut absolument s'en inquiéter. Enfin, la prostitution des mineurs se fait de plus en plus jeune. Et l'inceste dans les familles devient de plus en plus dramatique. Donc, Adrien Taquet est en train de mettre en place plusieurs solutions pour pouvoir aider et accompagner cette jeunesse. Et vous avez raison, tous les sujets que j'ai évoqués là, c'est indépendamment de l'origine, de la culture, c'est indépendamment de tout ça. Nos enfants subissent de plus en plus de violences. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que, on mette la lumière sur ces violences-là. C'est tabou de parler d'inceste, mais on sait que les premières violences qui sont subies par les enfants se passent au sein des familles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'Adrien est en train de faire sur ce sujet-là. Une question pratique, Madame la Ministre. Comment les associations et porteurs de projets dédiés aux femmes et à la diversité peuvent travailler avec le gouvernement et les instances gouvernementales? Alors, d'abord, il y a plein de manières. D'abord, nous avons en France le Conseil pour l'Afrique, qui est c'est un groupe d'Africains issus de la diaspora qui nous remonte tous les projets dont ils ont connaissance. Donc, ceux d'entre vous qui avez des projets et qui voulez vous connecter avec le gouvernement, je vous encourage à passer par le CPA, le Conseil pour l'Afrique, qui est notamment piloté par Wilfried. Ah, mon Dieu, j'oublie son nom de famille. Bref, si vous tapez CPA, vous trouverez. Oui. Ensuite, dans Google, tapez CPA et vous trouverez.
j'ai un trou de mémoire, pardon pour ça. Ensuite, il y a des associations, il y a de nombreuses associations aujourd'hui qui sont et qui mettent en lien le gouvernement avec les différentes instances. Moi, on peut être, mon ministère peut être un lien pour vous si vous avez. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est bien Wilfried Dorrego Loriano. Merci beaucoup. Emmanuel est allé plus vite que moi. Vous avez des idées, des suggestions, soit vous passez par le Conseil pour l'Afrique, soit vous passez par les associations que vous connaissez, soit vous passez directement par mon ministère et nous serons tout à fait ravis de pouvoir échanger avec vous. Et dans mon ministère, la personne qui est en charge de ces sujets s'appelle Christelle, mais si vous allez sur notre site et que vous nous envoyez les messages, nous nous connecterons avec vous. Alors, il y a une nouvelle question qui nous vient du continent africain. Quand il s'agit d'égalité, on se tourne souvent vers les continents les plus industrialisés, l'Europe, l'Amérique. Pourtant, de grandes inégalités touchent beaucoup le continent africain, dont même le racisme. Alors, quelles sont les promotions, les luttes mises en place pour stopper ou en tout cas diminuer ces inégalités? Vous avez raison. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, les inégalités ne sont pas l'apanage des pays développés. Même dans les pays africains, on voit des inégalités parce que quel que soit le pays où vous allez, vous trouverez toujours des personnes qui ont mieux réussi ou qui ont plus d'avantages ou qui sont plus favorisées que d'autres. Moi, je ne peux pas parler, d'abord, dans chaque pays, ça va être spécifique, ça va être différent. Donc, je me garderai bien de donner des conseils trop généraux. Moi, ce que je pense, c'est que pour lutter contre les discriminations, la première porte, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que quand j'étais sur le continent, on a beaucoup travaillé avec différents pays pour voir comment on peut utiliser le numérique pour nous assurer que les enfants, qu'ils soient en ville, qu'ils soient dans les campagnes, on connaît les problèmes de transport. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils vivent dans des situations précaires, parce qu'ils travaillent trop tôt, parce que les jeunes filles se marient trop tôt, ou parce qu'elles ont des enfants trop tôt, c'est un drame. C'est un drame. Je peux pas, là encore, je peux pas donner une solution toute faite parce que les problèmes de discrimination en Afrique du Sud ne sont pas les mêmes que les problèmes de discrimination au Nigeria, en Angola ou au Maroc ou en Algérie ou en Côte d'Ivoire. Donc, je vais pas vous donner des solutions toutes faites, ce serait ridicule. Mais vous avez raison, chaque pays doit se saisir de ce problème parce que vous savez quoi? Les jeunes générations ne seront pas aussi patients que les anciennes générations sur les inégalités. S'il y a un sujet qui rassemble tout le monde aujourd'hui, c'est les luttes contre les inégalités, parce que je pense qu'on est tous fatigués de voir certaines personnes qui ont tout et d'autres personnes qui n'ont rien. C'est passionnant, Madame la Ministre. Et malheureusement, l'heure tourne. Ce webinaire touche à sa fin. On va donc s'arrêter là pour les questions des participants. Dernière question, peut-être, Madame la Ministre, et ce sera le mot de la fin. Aujourd'hui, vous vous êtes engagée sur ce chemin politique que vous n'aviez pas forcément choisi, du coup. C'était pas prévu du tout. C'est ça, c'est ce qu'on a compris. Du coup, dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que vous voyez toujours en politique ou ailleurs? J'irai là où le vent me porte. Merci beaucoup, Madame la Ministre Elisabeth Moreno, de nous avoir accordé ce temps, d'avoir répondu à nos questions de Juan Gomez, que vous pouvez retrouver tous les matins sur RFI et moi-même tous les soirs sur TV5 Monde pour le journal Afrique. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées, tous les participants pour vos questions. Et désolé si on n'a pas pu toutes les prendre. On est limité en temps, évidemment, vous le savez. Merci à We Are Talks et Women in Africa pour l'organisation de ce dernier webinaire de l'année. Bonne fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Merci Nidia, merci Juan et merci pour votre invitation. Ça a été un plaisir. Merci, prenez soin de vous et passez d'excellentes fêtes malgré ces moments difficiles. Donnez-vous beaucoup d'amour, on en a besoin en ce moment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.